Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une relation à la fois fraternelle et vraiment complexe. C'est ça, celle qui unit le Sénégal et le Mali. Exactement. Et les sources qu'on a elles sont fascinantes. On y trouve de la politique, un héritage impérial immense et surtout une passion qui semble tout lier. Le football. Le football. Et c'est un point d'entrée qui est juste parfait. Le prétexte de toute notre analyse, en fait, c'est ce quart de finale de la CAN qui se profile. Lyon contre Aigle. Ah oui? Mais derrière le score, c'est beaucoup plus. C'est l'histoire de deux peuples miroirs qui va se jouer. Un vrai derby ouest-africain, quoi. C'est exactement ça. Du coup, notre mission, c'est de partir du terrain pour vraiment comprendre ce que les diplomates appellent une relation indéfectible. D'accord. On va commencer par décortiquer l'enjeu sportif, puis on va regarder d'où viennent tous ces talents, ces pépinières incroyables. Les académies? Oui, ensuite, grand saut dans le temps, direction l'Empire médiéval, qui est leur berceau commun, pour finir par atterrir sur la géopolitique brûlante de ce début 2026. Bon, le programme est chargé. Allez, on commence par le plus immédiat, ce match. 9 janvier 2026, au stade de Tanger. Une place en demi-finale de la CAN, l'enjeu est énorme. Le Sénégal a écarté le Bénin 3-1. Une victoire assez maîtrisée, on s'y attendait un peu. Ils assument leur statut de favori. Et en face, le Mali, ils arrivent avec une dynamique complètement différente. Ah oui, Leur qualification contre la Tunisie, c'est presque un scénario de film. c'est vrai. Jouer presque tout le match à 10, se prendre un but et aller chercher l'égalisation à la 90 plus 6e minute Sur penalty. sur penalty pour finalement gagner au tir au but. Franchement, c'est le genre de victoire qui forge une légende, pas juste une équipe. Ça en dit très très long sur leur mental. On sent une résilience incroyable. Et puis, historiquement, cette rivalité, elle a toujours été hyper serrée. Toujours. Sur 22 matchs, le Sénégal mène de très peu. 8 victoires à 5 et 9 nuls. C'est dire si c'est équilibré. Chaque rencontre est un combat. Je me souviens de ce match amical en 2019. L'entrée de Sadio Mané avait absolument tout changé. Ah oui, il avait fait basculer le match. Un seul homme peut suffire. Et c'est là où le symbolique dépasse complètement le sportif. Pour le Sénégal, gagner, c'est confirmer son statut, prouver que le premier titre n'était pas un hasard. C'est ça, s'installer comme la puissance du continent. Exactement. Et pour le Mali, c'est peut-être l'occasion d'une vie. Les Aigles n'ont jamais gagné la CAN. Jamais. Alors, éliminer le voisin, ce serait plus qu'une victoire. Ce serait un acte fondateur. Le moment où ils passent de l'outsider talentueux au cador. Et ce succès, des deux côtés, il vient pas de nulle part. C'est pas juste une génération dorée spontanée. Non, absolument pas. Derrière les stars qu'on voit en Europe, il y a une véritable machine à former. Et c'est peut-être là le vrai secret de leur réussite. On parle des académies de football. C'est le pilier de tout. Au Sénégal, l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est Génération Foot. Oui, fondé en 2000 par Madi Touré. Et ils ont eu cette idée de génie, ce partenariat avec le FC Metz en France. Un modèle très malin. Très. En gros, Metz finance une bonne partie du fonctionnement de l'académie. Et en échange, ils ont la priorité pour recruter les meilleurs jeunes, sans indemnité de transfert. C'est le fameux gagnant-gagnant. Les jeunes ont une formation d'élite et Metz a un accès direct à un vivier de talents. Chou, exceptionnel. Sadio Mané, Ismaël Assar, Pape Matar Sarr, la liste est juste un... Elle est impressionnante. Mais ça pose une question quand même. Est-ce que ce modèle, aussi efficace qu'il soit, il ne crée pas une forme de dépendance vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que le championnat local sénégalais en profite vraiment au final? C'est une excellente question et elle est au cœur de tous les débats sur le foot africain. J'imagine. D'un côté, oui, ce système finance des infrastructures de pointe et surtout, il offre un double cursus, scolaire et sportif. Génération Foot insiste énormément là-dessus. Ils savent que tous ne deviendront pas pros. Voilà, c'est crucial. Ils vont même ouvrir une section féminine. C'est un énorme marqueur de progrès. Mais d'un autre côté, tu as raison. Ça peut être vu comme un système qui aspire les meilleurs talents vers l'Europe très très tôt. Au détriment du championnat local. Potentiellement, oui. C'est un équilibre qui est très délicat à trouver. Et au Mali, on a une structure un peu similaire, qui est née d'une véritable légende. Le centre Salif Keïta, le CSK. Exactement. Fondé en 1993 par le tout premier ballon d'or africain, Salif Keïta lui-même. La classe. Et l'objectif était le même, structurer la formation pour alimenter les équipes nationales. Et ça a marché. Ah oui. Mahamadou Diarra au Real Madrid. Sédou Keïta, son neveu, au Barça. Il a tout gagné avec le Barça,
Le centre a eu des moments difficiles, c'est vrai, mais les sources qu'on a disent qu'il a été relancé officiellement en juin 2025. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, et c'est la fille du fondateur, Massere Keïta, qui a repris les rênes. C'est une belle histoire de transmission, d'héritage. Et quand on met des chiffres sur l'impact de ces académies, c'est... Ah, c'est vertigineux. Dans l'équipe du Sénégal championne d'Afrique en 2022, 39% des joueurs venaient des centres de formation du pays. 39%, ouais. C'est énorme. Ce chiffre, il n'est pas anecdotique du tout. Il montre un vrai changement de paradigme. On n'est plus dans l'exportation de talents bruts, là. On est dans l'industrialisation de la formation. Un investissement stratégique. À long terme. Et ça leur donne une avance considérable. Pour les sélections de jeunes, les U17 par exemple, on monte à 74%. 74. Ces académies, que ce soit Génération Foot, Diambars au Sénégal ou l'Académie Jean-Marc Guillou au Mali, ce sont les vrais réacteurs du football national, bien plus que les championnats locaux. Elles garantissent un renouvellement constant de l'excellence. Et cette excellence partagée, cette fraternité qu'on voit sur le terrain, en fait, elle vient de beaucoup plus loin. Ah oui. Pour comprendre la profondeur de ce lien, il faut faire un bond de presque 800 ans en arrière. On atterrit au cœur de l'Empire du Mali, l'un des plus vastes, des plus riches que l'Afrique ait jamais connu. Fondé vers 1235 par Soundiata Keïta. Exactement, après la bataille de Kirina. Et cet empire, à son apogée, il englobait les territoires actuels du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée. C'est littéralement le même berceau. C'est ça. Les frontières qu'on connaît aujourd'hui sont des constructions coloniales, elles sont récentes. Mais la matrice culturelle, elle, est commune. Et c'est ça qui est fascinant. Cet empire, c'était pas juste une conquête. Il était incroyablement structuré. On parle souvent de la charte du Mandin. Proclamée par Soundiata Keïta, oui. Vers 1236, c'est considéré comme l'une des plus anciennes constitutions au monde. Un texte oral qui organisait toute la vie sociale, les droits, les devoirs. L'UNESCO l'a même reconnu. Patrimoine culturel immatériel de l'humanité, exactement. Et cet héritage d'un état de droit ancien, d'une société organisée, c'est une source de fierté qui est immense. Et c'était aussi une superpuissance économique. Ah oui, il contrôlait les routes du commerce transsaharien, l'or, le sel, mais aussi le savoir. Tout passait par des cités légendaires comme Tombouctou, Djenné. Qui avait des universités parmi les plus prestigieuses du monde à l'époque. Tout à fait. L'apogée de cette puissance, c'est sûrement le règne de l'empereur Mansa Moussa au XIVe siècle. Son pèlerinage à la Mecque en 1324. C'est une histoire incroyable. Elle a marqué les esprits pour des siècles. Il aurait voyagé avec des dizaines de milliers de personnes et distribué tellement d'or sur son passage qu'il aurait fait chuter le cours du métal au Caire pendant plus de 10 ans. C'est fou. C'est cet événement qui a révélé la richesse de l'Empire du Mali au reste du monde. Et c'est ça, la clé pour comprendre aujourd'hui. Quand on lit dans un communiqué diplomatique que les liens entre Dakar et Bamako sont indéfectibles ou fraternels, c'est pas juste une formule de politesse. Non, ça a un poids. Bassement sur lequel tout le reste est construit. Ce qui nous amène très logiquement à la situation d'aujourd'hui, en ce début 2026. Comment cette relation historique, elle se traduit dans un contexte sahélien qui est extrêmement complexe. Et volatile. Voilà. Et il y a un événement récent qui est très parlant, la visite du Premier ministre sénégalais au Mali en août 2024. Le timing de cette visite était crucial. Elle a eu lieu juste après une attaque terroriste très meurtrière à Tinzaouaten et à un moment où, disons, le Mali est sous une certaine pression internationale. Donc la démarche de Dakar, c'était un signal politique fort. Très fort. Le Sénégal a réaffirmé sa solidarité totale. Ils ont condamné les ingérences extérieures, appelé à l'unité africaine. C'était bien plus qu'une visite de courtoisie. C'était un acte de soutien public à un moment critique. Et pendant que ces liens se resserrent, le Mali, lui, est engagé dans ce que ses dirigeants appellent un grand chantier de refondation nationale. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça touche à plusieurs piliers de l'État. D'abord, une grosse réforme de la vie politique. Un des objectifs pour 2026, c'est de revoir la charte des partis. Pourquoi ? Le constat des autorités, c'est qu'avec plus de 200 partis politiques... 200 ? Oui ! Le paysage est trop fragmenté, ça peut nuire à l'efficacité du débat démocratique. L'idée, ce serait de rationaliser un peu tout ça. C'est un projet ambitieux, qui pourrait vraiment changer le visage politique du pays. Mais c'est sensible aussi, ça touche au pluralisme. Absolument. Tout l'enjeu, ce sera de trouver le bon équilibre entre efficacité et liberté démocratique. Et en parallèle, on voit des changements au sommet de la justice. Ah oui. Début janvier 2026, Bamassa Sissoko a été nommé président de la Cour suprême. Et c'est pas un nom anodin. C'est intéressant parce qu'on parlait juste avant de la charte du Mondaine, de cet héritage d'un État structuré. Est-ce qu'on peut lire cette nomination comme une volonté de renouer avec cette tradition d'un État de droit fort ?
C'est une lecture très pertinente. Sissoko, c'est un magistrat qui est réputé pour sa rigueur, son intégrité. Il s'est fait connaître en 2025 en présidant le procès très médiatisé de l'avion présidentiel. D'accord. Donc sa nomination, elle est perçue par beaucoup comme un signal très fort. Une volonté de renforcer l'indépendance de la justice et de lutter contre la corruption. C'est une pièce maîtresse de cette refondation. Et cette transformation en interne, elle s'accompagne aussi d'une redéfinition des alliances à l'extérieur. Le Mali diversifie ses partenariats, c'est assez clair. C'est le troisième volet, oui. Le 7 janvier 2026, le général Assimi Goïta a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Chine, Li Qiang. Et les déclarations qui ont suivi étaient importantes. Très. Bamako a réaffirmé son soutien au principe d'une seule Chine, mais a surtout insisté sur la convergence de vues avec Pékin, notamment sur les principes de souveraineté et de non-ingérence. Ce rapprochement avec la Chine, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le Mali et pour la région? C'est un pivot stratégique, non? C'est un pivot qui s'inscrit dans une tendance plus large en Afrique de l'Ouest, mais qui est particulier au Mali, vu la réorganisation de ses relations avec ses partenaires traditionnels. On pense à la France notamment. On pense à la France. Ce partenariat avec la Chine offre un soutien diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU, des opportunités d'investissement, et puis un modèle de développement basé sur la souveraineté qui séduit de plus en plus. Mais ça pose aussi des questions, j'imagine. La dette, l'influence politique qui vient avec les investissements. Précisément. Et ça pose aussi la question de l'équilibre régional. Comment on articule cette alliance stratégique avec Pékin, tout en gardant cette relation fraternelle avec un voisin comme le Sénégal, qui lui reste un allié majeur des puissances occidentales. C'est un exercice de haute voltige diplomatique. Carrément. D'ailleurs, de ton côté, comment tu perçois cette complexité, ce grand écart apparent ? Je vois ça comme le reflet d'un monde qui change en fait. Le Mali cherche sa propre voie. Il essaye de maximiser ses options. La relation avec le Sénégal, elle est basée sur l'histoire, la culture. Elle est peut-être vue comme un socle stable, non négociable. Un point d'ancrage. C'est ça. Et les autres alliances avec la Chine ou d'autres, elles sont plus pragmatiques, plus stratégiques. Le grand défi, c'est de faire en sorte que ces logiques ne rentrent pas en collision. C'est exactement l'enjeu. Le Mali est à la croisée des chemins. Il cherche la stabilité interne par des réformes et en même temps une nouvelle place sur l'échiquier mondial. Et dans ce jeu complexe, le lien avec le Sénégal reste une constante. Fondamentale. Bon, en résumé, ce parcours a été assez vertigineux. On est parti d'un quart de finale de la CAN, d'une simple rivalité sur un terrain de foot. Et ça nous a ouvert des portes sur des dynamiques incroyablement profondes. On a vu que derrière les exploits sportifs, il y a tout un modèle de formation, ces académies qui sont devenues des outils de développement et de rayonnement. Pour les deux nations. Puis, en plongeant dans l'histoire, on a compris que cette fraternité sénégalo-malienne, c'est pas juste un mot. Elle puise sa force dans un empire médiéval puissant, ce berceau commun. L'Empire du Mali. Qui a forgé une culture et des valeurs partagées. Et enfin, on a vu comment cet héritage influence encore les choix d'aujourd'hui. Dans un contexte sahélien instable, cette relation historique reste un pilier de stabilité, même si chacun explore de nouvelles voies. C'est vraiment la démonstration parfaite de comment le sport, la culture, l'histoire et la géopolitique sont totalement imbriqués. Pour conclure, je voudrais proposer une dernière piste de réflexion. Je t'en prie. La puissance de l'Empire du Mali, on l'a dit, elle reposait sur son contrôle des flux. L'or, le sel, le savoir. Oui. Aujourd'hui, on pourrait faire un parallèle. On pourrait dire que les académies comme Génération Foot ou le centre Salif Keïta sont les nouvelles routes commerciales du XXIe siècle. J'aime beaucoup l'analogie. Elles n'exportent plus de l'or matériel, mais du talent humain, qui est sans doute la ressource la plus précieuse de notre époque. Le soft power par le football. Exactement. Et la question qui se pose, c'est la suivante. À l'heure où les nations redéfinissent leurs alliances de hard power, en se tournant vers la Chine par exemple, comment ce soft power sportif, ce flux ininterrompu de talent, peut-il continuer de servir de pont et de garantir la solidité des liens entre les peuples, même quand les intérêts des États semblent diverger? C'est un empire médiéval et les buts des plus grandes stars du foot mondial. A priori, aucun rapport. Et pourtant, c'est justement cette histoire assez folle qu'on va explorer aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'un empire, un vrai, peut se réincarner sur un terrain de sport? La réponse, on va le voir, est assez surprenante. C'est un mélange d'histoire, de pouvoir et bien sûr d'identité nationale. Bon, pour comprendre tout ça, il faut commencer par le commencement. On va remonter le temps, loin en arrière, à l'époque d'un empire dont le nom seul franchement évoque la richesse et la puissance, l'Empire du Mali.
Attention, quand on parle de l'Empire du Mali, on ne parle pas d'un petit royaume. Non, non, c'était une véritable superpuissance de son temps. Fondé par le légendaire Soundiata Keïta, son territoire était juste immense. Il faut s'imaginer un véritable pont d'influence et de commerce qui allait du cœur du désert jusqu'aux côtes de l'océan. Et ce n'était pas juste une question de taille. Niveau sophistication, c'était quelque chose. Cet empire avait même une constitution, la Charte du Mandème. Et sa richesse était tellement colossale que son empereur le plus célèbre, Mansa Moussa, lors de son pèlerinage à la Mecque, a distribué tellement d'or qu'il a fait shooter le cours du métal au Caire pendant des années. Voilà l'échelle de l'influence dont on parle. Ok, maintenant on fait un bond en avant. Un grand bond de plusieurs siècles. La question c'est comment est-ce que cet héritage colossal résonne encore aujourd'hui? Eh bien le terrain de jeu, lui, a complètement changé. Aujourd'hui, sur ces mêmes terres, on retrouve des nations comme le Mali et le Sénégal. Et elles partagent bien plus qu'une simple frontière. C'est leur histoire commune qui les unit, mais qui les pousse aussi à collaborer, à faire face ensemble à des défis bien réels, que ce soit sur le plan de la sécurité ou de l'économie. Et c'est là vraiment que l'histoire prend un tournant fascinant. Si la puissance d'une nation ne se mesure plus en kilos d'or, alors comment se construit-elle aujourd'hui? La réponse, elle est pour le moins surprenante, et elle se trouve peut-être sur un simple terrain de foot. Au cœur de cette transition, il y a un nom qui résonne, un nom qui traverse les âges, Keïta. Sauf que cette fois, la conquête n'est plus militaire, non. L'Empire, il se construit sur le gazon. Le parallèle est juste incroyable. D'un côté, on a Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire. De l'autre, des siècles plus tard, Salif Keïta, qui a été le tout premier ballon d'or africain. Et lui aussi, il a battu une dynastie. Mais pas une dynastie politique, une dynastie sportive, avec son académie de foot. C'est fou, non? Deux époques, deux fondateurs, mais au fond la même ambition, celle de bâtir. Et l'héritier de cette dynastie du foot, c'est lui, Seydou Keïta. Il a été formé par son oncle Salif, il est parti en Europe, il a tout gagné avec le grand FC Barcelone, mais le plus fou, c'est ce qu'il a fait après. En 2024, il est retourné au Mali pour investir. Pas dans un stade, dans une usine, pour créer des emplois. C'est ça, la boucle qui se boucle. Le talent qui part, qui triomphe à l'étranger et qui revient pour construire l'avenir de son pays. Alors ce modèle, il n'est pas propre qu'au Mali, loin de là. Juste à côté, au Sénégal, ils l'ont poussé encore plus loin. Ils l'ont perfectionné pour en faire une véritable stratégie nationale. Au Sénégal, des noms comme Génération Foot ou Djambars, ce ne sont pas juste des clubs de foot, ce sont de véritables usines à champions. Leur but est simple, trouver les meilleurs talents, les former, les faire éclore au plus haut niveau, pour qu'ensuite, ils viennent renforcer l'équipe nationale, les fameux Lions de la Teranga. Et les chiffres, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Si on prend l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2022, presque 40% des joueurs sortaient de ces grandes académies. C'est la preuve, noir sur blanc, que ce modèle, ce n'est plus juste une option, c'est devenu le cœur de la machine à gagner. Et ça ne s'arrête pas là, la tendance ne fait que s'accélérer. Quand on regarde les équipes de jeunes, la domination est encore plus flagrante. 74% des U17 et plus de la moitié des U20. Ils viennent tous de ces centres de formation. C'est la garantie d'un système qui dure, qui prépare la relève et l'avenir. Mais alors, au fond, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Est-ce que ce n'est que du foot? Eh bien non. Parce que le vrai trophée, le véritable enjeu, il se joue bien au-delà des 90 minutes d'un match. Ici, le foot devient un outil de développement ultra puissant. On appelle ça le soft power. Cette capacité à influencer le monde, non pas avec des armes, mais avec sa culture, avec son exemple. Chaque victoire, c'est l'image du pays qui grandit. Ça crée des opportunités économiques, ça rassemble toute une population, et comme on l'a vu avec Seydou Keïta, ça peut même financer directement le développement de demain. Cette phrase de Saher Seck, qui est un des grands architectes de ce modèle au Sénégal, résume tout. Ce n'est pas arrivé par hasard tout ça. C'est un plan, une vision stratégique. Ils ont compris une chose essentielle. Former la jeunesse, ce n'est pas juste former des footballeurs. C'est investir dans l'avenir du pays tout entier. Et voilà comment on boucle la boucle. On en revient au point de départ. L'histoire de l'Empire du Mali et celle des Lions du Sénégal, elle nous apprend une chose. Un héritage, ce n'est pas juste quelque chose qu'on regarde dans le rétroviseur. C'est avant tout un projet d'avenir. Et au final, la plus grande richesse d'une nation, ce n'est peut-être pas l'or qui dort sous ses pieds, mais plutôt le talent qui s'épanouit sur ses terrains.